19h à Kinshasa, c'est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal sur Montico Télévision, dont voici le principal titre. Le gouvernement dirigé par Judith Suminwa est très attendu face aux multiples défis que traverse la République démocratique du Congo. La première ministre a bouclé ce vendredi 19 avril 2024 ses consultations. Les résultats de ces échanges seront essentiels pour déterminer la composition du gouvernement qui accompagnera le président Tshisekedi lors de son second mandat. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a procédé ce vendredi 19 avril 2024 à l'élection et l'installation des membres du bureau définitif. Le candidat de l'Union sacrée et cadre de l'UDPS Tshisekedi, le député provincial Kawe Mwamba Michel, a été élu président du bureau définitif. Puis le collectif de défense de Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures et cadre du PPRD, a annoncé que son client interjettera appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette décision fait à la suite du jugement condamnant Mondo à 20 ans de servitude pénale pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de sa femme. Bonsoir. Après le titre place au développement, le haut-commissaire des Nations Unies des droits de l'homme en visite en RDC a rencontré le jeudi 18 avril 2024 le chef de l'État Félix Tshisekedi. Volker Turk a échangé avec le président de la République sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays où il y a plusieurs déplacés internes qui ont fui des violences orchestrées par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les deux personnalités ont discuté des moyens qui permettront de mettre fin à cette crise qui touche des millions de Congolais. Suivez. C'est un échange très fructueux qui a eu lieu le jeudi 18 avril 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa entre le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, et le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. Les discussions ont tourné autour de la situation qui sévit dans la partie est du pays, laquelle a déjà occasionné plusieurs morts. Les deux personnalités ont tous condamné avec la dernière énergie les massacres enregistrés à chaque fois par les rebelles du M23 avec le soutien du Rwanda. Volker Turk a reconnu la tragédie que traverse la population de l'Est de la RDC et a promis d'en faire large écho pour que la communauté internationale arrive à agir en toute urgence pour apporter de l'assistance à ces populations longtemps meurtries. J'ai vu la souffrance des personnes qui sont affectées par la violence et par les conflits. Et c'est clair que la communauté internationale doit vraiment se mobiliser pour trouver une solution à cela et pour soutenir la population congolaise. C'est une victoire diplomatique pour la RDC d'avoir amené le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU à palper du doigt la catastrophe humanitaire avec des millions de déplacés internes dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Pour le ministre congolais des droits humains, Fabrice Puela, la priorité pour la communauté internationale doit être la fin de la guerre et la pacification de l'est de la RDC afin de permettre aux populations de cette partie du pays de vivre dans la paix après plusieurs années de souffrance. Nous avons dit qu'il est important qu'on mette un terme à la guerre parce que la communauté internationale a voulu nous en vouloir pour la question de la levée du moratoire. Nous avons clairement demandé et nous avons même apprécié la position du chef de l'État qui dit qu'en tout cas sur cette question, nous voulons discipliner notre armée. Quel est le phénomène qui tue plus entre l'application de la peine de mort et la guerre? La réponse est claire que c'est la guerre qui est en fait le premier ennemi des droits de l'homme. Que la communauté internationale mette autant d'ardeur pour stopper la guerre qu'elle ne met pour s'opposer à la levée du moratoire parce que les Congolais ne veulent que vivre dans la paix.
Durant son séjour en RDC, Volker Turk a été dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Il a attiré l'attention sur la responsabilité juridique de pays limitrophes impliqués dans les violences dans l'est de la RDC. Il a demandé à tous ces pays de s'assurer que les groupes armés ne bénéficient d'aucun soutien pour arrêter les violences contre les populations de cette partie du pays. Dans l'actualité également, des critères à respecter pour être membre du prochain gouvernement ont été rappelés aux partis et groupements politiques invités aux consultations de la Première ministre ce vendredi 19 avril 2024 pour la dernière journée de pourparlers en vue de formation de l'équipe gouvernementale. Judith Souminois a reçu plusieurs formations qui ont exprimé leur soutien à sa démarche. Vinigali Junior pour plus de détails. L'ancien Premier ministre Sami Badibanga a exprimé à Judith Souminois le soutien de son parti, les progressistes, à la démarche de la Première ministre consistant à imposer des critères à remplir par tout candidat à un poste ministériel. Un critère a particulièrement retenu l'attention des progressistes, la représentativité nationale. Madame la Première ministre a pris cette initiative de nous inviter pour nous mettre au courant par rapport aux différentes dispositions qu'elle a prises avec le chef de l'État pour mettre le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. La réduction du train de vie des institutions a été remise sur l'assiette par l'Alliance pour les actions de développement du Congo et alliés. Pour ces regroupements, le vrai problème, c'est la corruption qu'il faut éradiquer. Nous avons montré à la Première ministre que les problèmes de train de vie, la charge, ce n'est pas lié au nombre de ministres. Nous avons essayé d'expliquer à l'excellence Madame la Première ministre qu'il y a un problème de la corruption qui gangrène notre République démocratique du Congo. Si on peut revoir de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de millions qui vont dans les poches des individus. Aujourd'hui, les gens se bousculent pour devenir des ministres et occuper d'autres postes, tout simplement pour payer la République. La corruption, il en a été question aussi avec Alternative chrétienne pour le Congo. Cette question doit être le cheval de bataille du gouvernement souminois, selon le regroupement de l'ancien ministre des Droits humains, André Litté. Il a proposé comme solution des réformes du système judiciaire. Nous en avons profité pour insister sur la sempiternelle question de la lutte contre la corruption, des réformes judiciaires qu'il nous faut pour notre pays, tant il est vrai, nous en avons cette impression, à certaines occurrences, le juge ou le magistrat congolais ne rend pas compte de comment est administrée la justice dans notre pays. Pourtant, le Congolais lambda a comme impression, à certaines occurrences, que la justice n'est pas bien dispatchée à travers tous les territoires congolais. Seul le regroupement politique composé essentiellement de jeunes, amour du prochain pour la patrie Congo, a demandé à la Première ministre de promouvoir la jeunesse par l'agriculture. La population du Congo est à 70% jeune et que quand on parle des questions politiques, des décisions politiques ou même sociales, ou des programmes de développement de la jeunesse, nous ne nous retrouvons pas. Et cette fois, nous pensons qu'avec son Excellence Madame Judith Touloka, nous allons avoir des projets pour la jeunesse, surtout pour l'entrepreneuriat et surtout le social. Parce que vous savez, quand on parle du social, nous devons surtout penser à l'agriculture. Et la PPC a martelé lors de nos audiences avec son Excellence sur le programme agricole. À la tête de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, la ministre sortante du portefeuille a dit avoir vu en Judith Souminois la personne qu'il faut. Les échanges avec la Première ministre ont permis à la présidente de ALDEC de découvrir une autre facette de la chef du gouvernement. ALDEC est disposée de pouvoir l'accompagner dans le programme qu'elle aura entreprendre. Sûrement que ce programme sera découlé
des 6 piliers du chef de l'État prononcés lors de la prestation des serments le 20 janvier de l'année en cours. C'est une femme intelligente, c'est une femme compétente et je sais bien que le monde entier va la découvrir par les résultats. C'est ce vendredi que la première ministre clôture ses consultations avec le parti politique de la majorité parlementaire. Elle projette de consulter aussi la société civile et certains mouvements citoyens selon un programme qui sera bientôt publié. Je l'ai annoncé au titre que Michel Kabwe, cadre de l'UDPS et membre de l'Union sacrée de la Nation, est le nouveau président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À l'issue du vote organisé dans la plénière tenue à Lubumbashi, chef-lieu de la dite province, ce vendredi 19 avril 2024, il a obtenu 34 voix sur 35 votants. Regardez. D'après les résultats publiés par le bureau d'âge, Michel Kabwe a eu 34 voix sur 35 votants et confirmé comme nouveau président de cet organe délibérant. À la vice-présidente, c'est la députée Liliane Komba Maka, élue du territoire de Kambov, qui a été portée à ce poste. Elle a eu 33 voix. Elle était la seule candidate après le désistement du député Kiler Moubambe de Ensemble pour la République. Au niveau du rapporteur, c'est l'élu David Kitondo Mumba du regroupement AB qui a été élu avec 34 voix sur 35 votants. Samuel Kilolo Yumba, unique candidat, a été élu aux fonctions de rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avec 34 voix. À la question, sur 4 postulants, seuls 2 ont participé à ce vote. Les résultats indiquent que le député Ahmed Mukuna Chaumba, candidat indépendant, a été élu à ses postes avec 29 voix contre la députée Micheline Tumba qui a réalisé 4 voix. Lors de cette plénière extraordinaire, une pétition de destitution des anciens membres du bureau d'âge a été traitée par les députés provinciaux. Après le vote secret, l'ancien bureau d'âge dirigé par Jean Ladilas Umbalou Gangue a été destitué malgré la présentation des moyens de défense des concernés. La campagne et l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a eu lieu en l'absence des 11 députés de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ces derniers ont dénoncé à la presse, après avoir claqué la porte de la plénière, la violation de l'article 198 du règlement intérieur de cet organe délibérant par les députés de l'Union sacrée au début de cette législature. Les autres candidats aux différents postes du bureau définitif n'ont pas aussi participé à cette plénière. À noter que du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le bureau définitif sera connu ce samedi 20 avril 2024. Ce commentaire a été signé par Bijou Lumuna. Autre chose à présent, les organisations des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie les pratiques de torture corporelle, de violations terribles des droits de l'homme dont sont victimes le prisonnier de la prison de Kipushi dans le Haut-Katanga. Cette dénonciation fait suite à une vidéo qui circule au travers des réseaux sociaux. Cette vidéo montre les pratiques inhumaines dont sont victimes les détenus dans ce centre pénitentiaire. Regardez. Bloqué. Bloqué. Allez. D'aucuns ne pouvaient imaginer que l'on puisse continuer à assister à des traitements inhumains des détenus bien qu'en plein XXIe siècle, où les organisations de droits de l'homme aménagent des efforts pour sensibiliser les responsables des prisons au bon traitement des prisonniers. Hélas, que la majorité des centres pénitentiaires en République démocratique du Congo continuent à faire usage de cette pratique. À l'exemple de la prison de Boma à Kipushi dans le Haut-Katanga, où il se passe des pratiques de torture corporelle terribles en droits de l'homme. Une pratique qui ternit l'image de la justice congolaise et surtout du régime au pouvoir. Un acte condamné par les ministres des droits humains qui, au travers d'un communiqué, a condamné cet acte qu'il qualifie de rétrograde barbare qui ternit gravement l'image du pays alors que le chef de l'État fait de la protection des droits de l'homme son cheval de bataille. En affirmant que les responsabilités ont été établies, les responsables et les complices de ces pratiques de torture ont été traduits à la justice. En outre, les défenseurs des droits de l'homme plaident pour l'amélioration des conditions d'incarcération des prisonniers à travers le pays.
Yesu. Leo ndo najua Yesu. Yesu Kristo. Yesu. Le collectif des avocats de l'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, ont annoncé le jeudi 18 avril que leur client va faire appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre le jugement condamnant leur client à 20 ans de servitude pénale, étant donné qu'aucune expertise médicale n'a établi que sa femme est décédée à la suite de coups et blessures. Jocelyne Massiala nous en dit plus. Partie défenderesse du détenu Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures, n'est pas d'accord sur la qualification de l'infraction, condamné à 20 ans de prison pour avoir tué sa femme. D'après Maître Emile Hassani, un de ses avocats conseille, c'était pour la première fois que leur client soit condamné et il devrait en principe être condamné étant un délinquant primaire comme l'a dit la loi. Donc s'il fallait condamner le prévenu Moussa Mondo et que la justice était convaincue que c'est lui qui a tué sa femme, il ne devrait pas le condamner à 20 ans de prison. La loi donne une fourchette au juge de 5 à 20 ans et le juge a la possibilité de réduire sa peine allant de 5 ans, 6 ans, soit 10 ans, ainsi de suite. Malheureusement, le juge a fait preuve d'une grande sévérité à l'égard de leurs clients, alors qu'en droit, ce n'est pas tout décès d'homme qui constitue un homicide intentionnel. Pour ses avocats, il se peut que le prévenu Moussa soit l'auteur de la mort de sa femme, mais le ministère public n'a pas prouvé si c'était le fameux coup qui ont conduit à la mort la femme de leur client Moussa Mondo. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de faire l'appel de ce dossier à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Autre chose à présent, une délégation de l'entreprise américaine MyHydro, conduite par son directeur technique Vivek Somnath, a présenté au gouverneur intérimaire de la province du Kasaï oriental l'entreprise chargée de construction du barrage hydroélectrique à Kenankunda, chef-lieu du territoire de Kabeya-Kamwanga, situé à environ 45 km au nord de la ville de Mbujimaï, dans le centre de la République démocratique du Congo. Et au sortir de ces échanges, le chef de la délégation s'est livré à la presse. Regardez. Je suis Vivek Somnath, je suis le directeur technique de MyHydro, une entreprise américaine qui va construire le barrage à Kenankuna. Nous étions là pour rencontrer l'autorité provinciale afin de lui présenter l'entreprise qui doit faire construire le barrage à Kenankuna. Notre projet va tabler sur la production de l'énergie pour 4,48 MW qui sera distribuée à Kenankuna, Katende, Chibombo et la ville de Mbujimaï. Okay, we are here from last more than 3 years. C'est vrai que nous sommes là, ça fait un bout de temps. Nous sommes revenus pendant presque 3 ans. On était en train de suivre la procédure normale. Nous avons amené au moins l'entreprise qui doit bientôt commencer la construction du barrage. Ce que nous devons rassurer à la population, c'est que bientôt nous allons commencer la production de la construction du barrage. Mais nous demandons également à la population de pouvoir s'abonner avant. Demander de l'énergie avant parce que la puissance que nous amenons est tellement moindre que nous allons servir que ceux qui viendront après. Okay, nous allons commencer notre projet d'ici là. Nous sommes en train de faire les dernières investigations pour voir comment faire le déploiement. Mais la population peut espérer d'ici fin juillet le début des travaux. We are looking for the financing from the banks. Des œuvres d'art réalisées à partir de déchets ménagers et principalement des sachets. C'est l'initiative de 3 jeunes artistes plasticiens quinois pour qui le déchet ménager peut être revalorisé d'une manière ou d'une autre et il peut être utilisé pour la décoration intérieure dans des maisons. Plus de détails dans cet élément. Le général Ogola, âgé de 61 ans, effectuait une tournée dans la région occidentale du pays, en proie à des troubles et fréquemment attaqué par des bandits locaux. Il avait été nommé chef de force de défense du Kenya en avril 2023 après le départ à la retraite du général Robert Kiboshi. Une controverse politique a entouré Ogola avant même sa nomination lorsqu'il était accusé par le président de la commission électorale du pays de faire partie d'une délégation du Conseil national de sécurité qui a tenté d'influencer le résultat des élections générales de 2022 au détriment du président Ruto. Rappelons que le général Ogola était à bord d'un engin qui transportait 11 personnes lorsqu'il s'est écrasé et a pris feu dans une zone reculée près de la frontière de l'Ouganda, 9 personnes ayant perdu la vie.
Nous sommes allés vite en besogne, ça c'était l'élément du Kenya et nous voilà maintenant toujours au dehors de nos frontières. Les Émirats Arabes Unis se remettent progressivement des pluies diluviennes qui sont tombées ces derniers jours. Le pays habituellement désertique a vu son principal aéroport inondé. Un problématique de taille de l'aéroport international de Dubaï étant le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux. Et le directeur général des aéroports s'est exprimé. Suivez. Les Émirats Arabes Unis tentent de faire redémarrer le trafic aérien en autorisant davantage des vols à reprendre. La compagnie aérienne Long Courier Emirates, essentielle pour le voyage Est-Ouest, a commencé à autoriser le passager locaux à arriver au terminal 3, sa base d'opération. Le directeur général des aéroports de Dubaï a reconnu que les voies de circulation avaient été inondées par le pluie, mais que le piste de l'aéroport n'avait pas été envahi par l'eau et qu'elle pouvait donc être utilisée en toute sécurité. À la fin de la journée de mardi, plus de 142 mm de précipitations avaient arrosé Dubaï en 24 heures. En moyenne, l'aéroport international de Dubaï reçoit 94,7 mm, soit 3,73 pouces de pluie par an. D'autres régions du pays ont connu des précipitations encore plus importantes. Le système de drainage des Émirats Arabes Unis ont rapidement été débordés, inondant de quartiers, des zones d'affaires et même des portions de l'autoroute à 12 voies Sheikh Zayed Road qui traverse Dubaï. Et pour finir, des œuvres d'art réalisées à partir de déchets ménagers et principalement des sachets. C'est l'initiative de 3 jeunes artistes plasticiens quinois pour qui les déchets ménagers peuvent être révalorisés d'une manière ou d'une autre et même utilisés pour la décoration intérieure de maison. Le détail dans cet élément. Franck Ngongo, Michel Ngongo et Gaël Bonjala sont 3 jeunes artistes plasticiens vivant à Kinshasa. La ville est jonchée de plusieurs déchets depuis un certain temps. Pour ces jeunes artistes, ces déchets jetés un peu partout dans la ville peuvent être recyclés et valorisés. Voilà pourquoi ils ont eu l'ingénieuse idée de les transformer en œuvres d'art, une façon pour eux de lutter aussi contre l'insalubrité et la pollution de l'environnement. Normalement, on travaille avec le sachet, avec le bouchon, et on s'est lancé de faire au moins 30 déchets. On a commencé avec le bouchon, le sachet, le préservatif aussi. On a pas mal de déchets et on s'est dit pourquoi pas faire une exposition avec tous ces déchets, montrer au monde que on peut transformer tous ces déchets et leur donner une seconde vie. À la rivière Makelele, située à quelques encablures de leur atelier de fortune dans la commune de Bondalungwa, au centre de Kinshasa, ces jeunes artistes avec des masques au visage et des gants aux mains récupèrent divers déchets déversés le long de cette rivière. Une fois retournés à l'atelier, ils procèdent à leur nettoyage après le tri. Ils se concentrent ensuite et décident de l'œuvre d'art à réaliser. Oui, déjà jusque-là, quand vous voyez déjà tout ça, qu'est-ce que vous vous dites? Donc on apprend déjà beaucoup, parce que pour faire ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est un talent et une bénédiction qui a été partagée. Sans soutien ni appui extérieur, ces jeunes artistes plasticiens sollicitent l'accompagnement du gouvernement congolais pour leur permettre de former d'autres jeunes en cette matière et aussi d'entrer en contact avec d'autres partenaires. Si seulement le gouvernement pouvait nous aider, on va aider beaucoup de jeunes. C'est des colonnas, des criminels, des gens qui font rien, surtout les jeunes. Si les gouvernements nous aident, on pourra faire quelque chose ensemble avec eux. Bon, le seul message que je peux lancer au gouvernement, c'est de nous soutenir. Pas seulement avec... Parce que dans notre pays, quand on dit de soutenir, c'est toujours l'argent. Mais en quelque sorte, c'est pas aussi l'argent. C'est le contact aussi compte. S'ils peuvent nous soutenir même avec le contact, ça peut nous aider, les contacts, comme les gens de l'extérieur. Ils peuvent fournir quelque chose afin que nous puissions avoir une grande espace avec
beaucoup de jeunes qui pourront nous aider à faire beaucoup de choses avec ces déchets. Ces œuvres d'art sont soit exposées au public, soit vendues ou livrées à ceux qui ont passé des commandes. Des projets d'avenir, ces jeunes artistes plasticiens en ont plein la tête. Ils rêvent d'aller à l'étranger et montrer au monde ce qu'ils sont capables de faire à partir des déchets. Ceci marque la fin de ce journal, mais à présent le rappel de titres. Le gouvernement dirigé par Judith Suminwa est très attendu face aux multiples défis que traverse la République démocratique du Congo. La première ministre a bouclé ce vendredi 19 avril 2024 ses consultations. Les résultats de ces échanges seront essentiels pour déterminer la composition du gouvernement qui accompagnera le président Tshisekedi lors de son second mandat. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a procédé ce vendredi 19 avril 2024 à l'élection et l'installation des membres du bureau définitif. Le candidat de l'Union sacrée et cadre de l'UDPS Tshisekedi, le député provincial Kawe Mwamba Michel, a été élu président du bureau définitif. Puis le collectif de défense de Moussa Mondo, ancien vice-ministre des hydrocarbures et cadre du PPRD, a annoncé que son client interjettera appel devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette décision fait à la suite de jugements condamnant Mondo à 20 ans de servitude pénale pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de sa femme. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision. Bon week-end chez vous.